Bonjour, Kwekwe et Wadja. Je suis Sophie-Claude Miller. Bienvenue au tout premier bulletin de Nouvelles nationales de 2020 à APTN. L'équipe est déjà affairée à vous préparer des bulletins de nouvelles pertinents pour la nouvelle année qui débute. Aujourd'hui, notre journaliste Sylvie Ambroise et moi allons faire le retour sur des sujets qui ont retenu notre attention et que nous continuerons à surveiller pour vous en 2020. Voici le reportage de notre collègue Lindsay Richardson qui a assisté à une fête Métis au Collège Dawson cet hiver. Quebec is the cradle of the Métis Nation. En 2017, un homme québécois a déposé une plainte liée aux droits de la personne contre le Ralliement national des Métis, RNM, après le rejet de sa demande d'adhésion. À l'époque, Rockmat accusait le RNM de discrimination contre les Métis du Québec. We never left the original homeland. That doesn't make us less Métis. De nombreux groupes qui se disent autochtones ont vu le jour au Québec, tels que les Métis du Québec, les Métis acadiens, les Métis des forêts de l'Est ou encore les Mi'kmaq acadiens. Selon certains chercheurs, ces groupes sont ancrés dans les perceptions historiques incorrectes. Absolutely, Quebecers came to the West, settled in places like Red River, Lac-Sainte-Anne, Batoche, but they married into existing Métis communities and they became Métis. They didn't bring that Métis-ness with them. À l'échelle du pays, l'identité métis est le produit d'unions d'origine mixte entre les colons et les peuples autochtones. Les terres natives métis s'entendent traditionnellement du nord-est de l'Ontario jusqu'aux Rocheuses. Toutefois, au cours des 10 dernières années, nous avons vu le terme métis utilisé comme adjectif pour décrire presque tous ceux qui ont un ancêtre autochtone, réel ou imaginaire. Au Québec, le verbe métisser désigne le mélange de cultures. Même si aucune cour de justice ne reconnaît les communautés métis situées à l'est de l'Ontario, des milliers de Québécois ont intégré des groupes métis non officiels qui tentent de retrouver ce qu'ils estiment avoir perdu. Aujourd'hui, leur présence est si répandue qu'elle a entraîné des conflits au sein du RNM. If we are to allow what could be hundreds of thousands of non-Métis people into the governing structure of the MNC, then the actual Métis Nation citizens will be outnumbered, and we won't be able to have a say over who we are. Les organismes nationaux se reportent aux archives paroissiales de l'Ouest du Canada afin de retracer la généalogie d'un candidat. Cependant, au Québec, il existe des organisations telles que la Confédération des peuples autochtones du Canada, dirigée par Guillaume Carle, son Excellence le Grand Chef national, autoproclamé, donc le groupe affilié au Mi'kmaq, émet des cartes d'identité qui impliquent les droits de chasse, de traversée aux frontières et de troc du titulaire moyennant des frais d'adhésion minimes. D'autres groupes effectuent, eux, leur propre recherche généalogique et remettent une carte de membre à ceux qui leur versent un paiement de 200 $ et qui remplissent un formulaire en ligne. Toutefois, les personnes qui utilisent les documents falsifiés ou de fausses histoires familiales pour prouver leur lien à une communauté autochtone sont retirées petit à petit. Selon le chercheur Daryl Leroux, les fondateurs des 3 plus grandes organisations métisses au Québec se sont dits descendants d'une même personne pour prouver leur appartenance au peuple métis. Plus de 100 membres de groupes métis se réclament descendants directs de Catherine Lejeune, une Française réputée à tort d'être la fille d'une grande chef Mi'kmaq. Tandis que des milliers de Franco-Canadiens citent le nom de Catherine Piliard, une femme de Nouvelle-France, algonquine d'ascendance sibérienne selon les registres, à l'appui de leur réclamation d'une identité autochtone. In this case, those ancestors are playing roles that don't actually fit their identities in the past. Il reste à savoir pourquoi. Dans son livre Distorted Descent, Leroux affirme que l'auto-identification est un moyen de se porter candidat pour des emplois, des bourses d'études et d'entretien, des fonctions consultatives ou d'autres occasions réservées aux Autochtones. En concentrant notre attention sur les charlatans, qui sont pour la plupart des hommes, Mo Clark, artiste et organisatrice d'événements, affirme que nous excluons les femmes métis de la discussion. I think it's really important for us to acknowledge who we are as contemporary people, you know, working and functioning in our day-to-day lives. This event is all organized and coordinated by Métis women. And I think often when we, you know, if people are talking about Métis history at all, women often get kind of left out
And so I think it's really important and necessary to bring our voices forward and to make space. Un lieu où rire, exprimer ses frustrations et s'épanouir en tant que métier au Québec, et ce, dans l'ère des métiers du Québec. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Alors, la question des métiers au Québec est un sujet vraiment épineux. Les métiers que vous avez vus là-dedans, pour la plupart, c'était vraiment des métiers qui proviennent de l'Ouest. Donc, il y a aussi une autre catégorie de métiers qui sont carrément récents. Avant, on n'en avait pas entendu parler. On en discute un peu plus avec notre journaliste Sylvie Ambroise. Sylvie, vous êtes une Innu de la communauté de Wahat-Makmaliotenam. Et vous, selon vous, dans votre coin de pays, est-ce qu'il y a des métiers autoproclamés là, depuis les dernières années? Est-ce qu'il y en a? Bien, c'est pour parler de mon expérience à moi, j'ai travaillé pour la liste de bandes. OK. Puis, au conseil, hein? Au conseil, celle du gouvernement qui tient la liste de bandes qui reçoivent les services, là. OK. Bon. Moi, il y avait beaucoup de clients qu'on appelait. Puis ils venaient avec la carte là, qu'on avait vue. Là. Dans le reportage, oui, dans la le même reportage, carte. la même carte, la même... Puis là, moi, je ne pouvais pas donner de service à eux autres parce qu'ils n'étaient pas inscrits dans la liste de bandes. Donc, ils se présentaient avec leur carte de l'Alliance autochtone du Québec, ou oui. en tout cas tout ce qui est chapeauté par ces organismes-là. Ils se présentaient au conseil de bande de votre communauté, puis ils demandaient à être inscrits, à recevoir des services? Oui, à recevoir des services. Puis la plupart du monde de ces personnes-là, c'est des non-autochtones, mais aussi c'est des gens qui savaient pas ça, cette distinction-là, qu'il fallait qu'on soit inscrit selon la loi sur les Indiens. Puis on voyait dans la petite carte là, que c'est selon l'article 35. Ouais. Fait que ça, il y a beaucoup de méconnaissances là-dessus avec les personnes qui... Donc, leur réaction, lorsque vous leur expliquiez qu'ils ne pouvaient pas recevoir de service au conseil de bande de votre communauté, comment ils réagissaient? Bien, il y en a qui disaient qu'ils se sentaient fraudés, là. Fraudés pas par vous? Non. Fraudés par ceux qui avaient émis la carte? Oui, parce que là, il me disait que « Ah, j'avais payé. » Mais tu sais, un droit, ça se paye pas. Oui, nos cartes, vous et moi, on a une carte de statut indien, puis on ne paie pas pour la carte. Il y a 0 frais pour ça, là, en fait. Là. OK, donc ça va être un sujet définitivement à suivre dans l'année qui vient. Je regarde même moi-même, Sophie Claude, je suis moitié québécoise, je suis membre de la Nation Cri. Je m'identifie comme Cri et québécoise. Des fois, je dis Cribécoise, mais pour moi, le mot métis ne fait pas partie de mon vocabulaire personnel. Je ne m'identifie pas comme une personne métisse du tout. Je m'identifie vraiment comme une personne québécoise et Cri. Bien, c'est vraiment intéressant, puis on va garder ça à l'œil parce que je pense que tant le public autochtone que québécois gagnent à être plus informés sur le sujet. Sylvie, merci beaucoup. Merci. C'est maintenant l'heure de la première pause commerciale. Au retour, nous allons discuter d'un autre sujet excessivement important pour tous les Autochtones du pays, les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On se retrouve dans quelques minutes. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La GRC a dénombré plus de 1200 femmes et filles autochtones portées disparues ou assassinées entre 1980 et 2012. Lorsque l'enquête de la commission à ce sujet, 130 femmes de plus se sont ajoutées à ce nombre. Voici le reportage que nous avons tourné à Val-d'Or lors de la veille et inauguration d'une statue commémorative. Gigi-sugi-de-wak-wak. Elles ont été courageuses. Édith Cloutier mentionne le nom de cette nouvelle sculpture. Elle décrit aussi les femmes que ce monument honore par sa création. Le Centre d'amitié autochtone a voulu marquer par un monument le courage de celles qui ont pris la parole, de celles qui ont eu le courage de prendre la parole et dénoncer l'injustice, dénoncer la violence, dénoncer les abus perpétrés à leur égard par l'autorité policière. Plusieurs des femmes qui ont eu le courage de dénoncer les abus de la SQ étaient présentes. Elles furent célébrées avec un chant d'honneur. Moi, j'aimerais ça qu'on rende hommage
à ces magnifiques, belles femmes. La plupart des événements de la journée étaient aussi centrés autour de celles qui ne pouvaient pas être présentes. Les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées furent commémorées avec des rubans rouges attachés aux branches. Cindy Rupertas, membre de la nation Abitibiwini, non loin de là, est disparue depuis 2014. Sa famille était présente pour assister à cet hommage. La femme de l'Ouest est la seule à avoir le regard qui porte vers le Créateur. C'est le profil de Cindy Rupertas. Mais les événements de la journée n'étaient pas que des commémorations. Plusieurs des chefs des Premières Nations ont pris l'opportunité de prendre la parole et ont exprimé la frustration ressentie face à certains aspects de la récente diffusion du rapport final de la Commission Vient. Nous aimerions reconnaître que le rapport de la Commission Vient avait quelques lacunes. Les éléments qui ont donné pour cause de la Commission Vient, qui étaient les allégations d'abus par les femmes autochtones de cette région aux mains de la SQ, n'ont pas été adressés. Il n'y a aucune mention dans le rapport des torts qui a été spécifiquement fait à vous, les femmes, et aucune mention non plus de la culture qui existe à la SQ qui donne le résultat de ces abus. Mis à part la déception, l'espoir que des journées comme celle-ci apportent aide à poursuivre le processus de guérison. Pour ces femmes, c'en est un qui est en processus depuis au moins 4 ans. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour se tourner vers le chemin de la guérison, mais nous voulons ne jamais oublier, nous voulons garder en mémoire, et ce monument est un monument de mémoire. Sophie Claude Miller, Nouvelle nationale d'APTN, Val-d'Or, Québec. Alors, ce reportage a été tourné directement à Val-d'Or, comme vous avez vu. Ça a été un moment très touchant et l'occasion d'honorer des survivantes, en fait. On va discuter un peu plus de la situation avec notre journaliste Sylvie Ambroise. Sylvie, vous, dans votre réalité à vous, comment est-ce que cette commission-là puis le dépôt du rapport vous affecte personnellement? Moi, j'ai été contente quand même parce qu'à Ouachat puis Maliotenam, l'enquête a arrêté dans mon village. Là. Fait que j'ai trouvé ça le fun, là, que j'ai pu écouter toutes les choses qui se sont passées et tout. Là. Les témoignages là, des gens. Là, et puis, vous, personnellement, est-ce que vous connaissez des gens qui sont comme des femmes qui ont été assassinées ou qui sont disparues? Ah oui. Moi, j'en connais une. Elle vient de ma communauté. Elle a été assassinée très jeune, là, à Québec. Puis, tu sais, c'était quelque chose de traumatisant quand même. Mais c'est tragique, parce que la communauté, vous êtes combien à peu près dans votre communauté? Peut-être on est 3000. 3000, fait, tout le monde se connaît. Ben oui, tout le monde. Puis je voulais aussi dire, il y avait une nouvelle, il y avait aussi, tu sais, parce que là, pour la sécurité, tu sais, à nous autres, là, les femmes autochtones, tu sais, ma mère me disait tout le temps, fais attention. Quand je partais à Montréal, fais attention, t'es une femme autochtone. Tu sais, c'était vraiment, ça en disait long, là. Puis moi, j'aime pas les taxis. OK, même à Montréal, autant que dans votre communauté? Oui, partout, là, j'aime pas les taxis parce que chez moi, il y a une fille qui a été violée par un chauffeur de taxi. Puis cette fille-là, elle s'est suicidée quelques jours après. Puis ça m'a traumatisée, tout ça, là. Puis toute la communauté aussi était très touchée par ça, là. Est-ce que le chauffeur de taxi a été amené en justice? Oui. Oui, OK. Puis il a été reconnu coupable? Il est allé en prison? Ou... Je pense que oui. Okay. Là, ce monsieur-là, il a déménagé à Bécomo. Ou je sais pas trop, là. Faudrait bien regarder le cas, là. OK. Oui. Mais oui, non, c'est traumatisant pareil. Moi, je regarde dans les alentours de 2005, j'ai une amie aussi qui a été assassinée. On n'avait pas de nouvelles d'elle, puis à un moment donné, il fallait trouver. J'ai une amie, c'est sa propre mère. C'est une réalité qui, malheureusement, touche vraiment tout le monde. Presque tous les gens, tant femmes que hommes, on connaît
une fille qui est soit disparue ou qui a carrément perdu la vie suite à ça. Quels moyens est-ce que vous entreprenez, à part, ben là, je comprends que pour vous n'avez pas de confiance avec les taxis pour des raisons bien, bien compréhensibles. Quelles mesures de sécurité vous faites pour rester en sécurité, dans le fond, quand vous promenez soit à Montréal ou même quand vous allez dans votre communauté, vous voulez sortir en ville? Qu'est-ce que vous faites? Bien, qu'est-ce que je fais? Je prends mon char. C'est vraiment là où est-ce que je me sens le plus en sécurité, là. Tu sais, je sais pas, Pour ma part, moi, personnellement, je sors souvent avec des amis, puis quand on rentre chez soi, chacune, on se dit, tu me textes aussitôt que tu arrives, puis j'ai déjà vu une fois en pleine nuit mon ami qui me réveille. Là, je dis, qu'est-ce qui se passe? On arrivait d'aller danser, puis elle dit, ben, tu m'as pas dit que tu étais arrivé chez toi. Je dis, je m'excuse, je me suis endormie. Mais c'est correct que tu es rentré chez vous. Fait il faut faire des systèmes pour rester en sécurité. C'est un autre dossier qu'on va clairement avoir à l'œil, voir la réalité, puis toutes les recommandations, comment ça s'applique. Merci beaucoup, Sylvie. C'était vraiment un plaisir de commencer l'année avec vous. C'est maintenant l'heure de la toute dernière pause de votre bulletin de nouvelles national d'APTN. Au retour, notre entrevue avec Tina Pessutti, coordonnatrice de l'Association des Inuits du Sud du Québec. À tout de suite. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Nous recevons aujourd'hui Tina Pessutti, coordonnatrice de l'Association des Inuits du Sud du Québec. Tina a travaillé dans plusieurs organisations dans la communauté autochtone de Montréal au cours des dernières années. Bonjour, bienvenue d'avoir accepté l'invitation. Merci. Bonjour. Donc, vous êtes la coordonnatrice de l'Association des Inuits du Sud du Québec. Depuis combien de temps êtes-vous en poste et puis depuis combien de temps l'association existe? Je suis devenue la coordonnatrice en 2018 et on a été enregistré comme une organisation lucrative en mars 2017. Alors, ça fait quelques années. C'est récent quand même, c'est juste quelques années. On est toujours un bébé. Et quelle est la mission de l'association ici? La mission, c'était d'unir la communauté inuit et d'offrir des services qui sont culturellement appropriés pour la communauté et de célébrer la langue, la culture, les traditions des Inuits et partager toute notre richesse avec la communauté générale, en fait. Donc, quand vous parlez de services culturellement appropriés, vous parlez justement avoir un endroit sécuritaire où ils puissent partager leur culture et célébrer leur culture, c'est ça? C'est ça, où il peut parler en inuktitut, on peut manger la bouffe, on peut être ensemble, on peut être nous-mêmes sans jugement. Et parlant de jugement, ici à Montréal spécifiquement, le service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, s'est fait reprocher de faire des contrôles aléatoires auprès de la population autochtone et inuit. Parmi la clientèle que vous connaissez, que vous desservez, quelles sont leurs relations avec le service de police? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que c'est la même chose? Comment ça se passe? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est difficile des fois parce que nous autres, on travaille avec les polices, on fait des formations de sensibilisation aux réalités autochtones et l'association, on fait le parti pour la communauté inuite. Mais même si on fait tout ce beau travail, ils vont toujours avoir certaines polices qui ne respectent pas, toutes les informations qu'on donne qui sont toujours peut-être un peu... sont moins réceptifs, peut-être? Moins réceptifs de qu'est-ce qu'on offre et aussi, on entend plusieurs fois que les gens disent que c'est une discrimination positive et ils n'aiment pas ça. Mais même si on entend toujours des histoires
négatif dans la média, sur la rue. Ça semble que ça améliore. Oui, améliore, oui. Un peu, parce que dans le temps, quand j'étais un intervenant de rue, quand les gens ont vu les polices, ils quittaient la parc, ils couraient. Oh, ils se sauvaient de la police. Oui, ils ne voulaient pas les voir. Maintenant, tu sais, des personnes comme Carlo de Los Angeles, quand ils vont dans le parc, tout le monde va aller donner des câlins, ils vont dire bonjour, ils disent des blagues. Alors, on voit avec certaines entre eux qui ont vraiment essayé d'améliorer la relation avec la communauté. Il y a des changements, il y a des polices qui font du bénévolat au chez Doris pour les soupers de Noël, des gens qui vont à la Centre Park ou Open Door juste pour promener, pour dire allô, pour avoir une belle relation avec les membres de la communauté. Mais aussi, au même moment, ils font leur job. Et ça, c'est toujours difficile parce que personne veut... les gens, ils ne veulent pas avoir des billets, ils ne veulent pas tomber... Des contraventions, là. C'est ça, des contraventions. Ils ne veulent pas être en prison, mais si tu casses la loi... Il y a des conséquences. Des conséquences, c'est bien ça. Oui, parce que si on regarde, par exemple, juste consommer à l'extérieur de chez soi, dans les communautés, c'est quelque chose d'assez fréquent, mais dans la ville, c'est quelque chose qui est illégal. C'est ça, et on explique ça plusieurs fois parce que dans plusieurs communautés, même les réserves, c'est la même chose. Hein? Oui. Il y a des affaires qui ne sont pas respectées parce qu'ils n'ont pas les cours municipaux, il n'y a pas assez de place pour tenir les gens qui ont eu des contraventions ou qui ont brisé la loi. Alors, il y a plusieurs choses qui ne sont pas appliquées dans les communautés. Et quand ils viennent ici, c'est un monde complètement différent. Est-ce que plusieurs vivent un choc culturel? Donc, parce que vous faites partie de l'Association du Sud, mais il y a des gens qui y vivent à Montréal depuis plusieurs années, mais d'autres qui arrivent carrément de communautés. Donc, le choc culturel, est-ce qu'il y en a plusieurs qui vivent ça? Oui, plusieurs vivent le choc culturel et on travaille avec un organisme communautaire inuit à Ottawa, Tunasuvina Inuit, qui depuis longtemps on dit que les Inuits ont besoin du même genre de service que les immigrants qui viennent à Canada pour la première fois parce que le Nord, c'est autant différent, le dynamique, façon de faire, c'est complètement différent. Alors, quand ils viennent ici, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui arrive. Toutes les maisons au Nord, c'est des maisons sociales, un logement social. Oui. Ils ne savent pas comment faire toute la recherche d'un logement. C'était un petit exemple. Au Nord, tu n'as pas besoin d'une photo sur les cartes d'identité. Ça passe pas de la même manière qu'ici. Oui, puis c'est le marché du logement à Montréal est assez difficile. Des fois, il y a des propriétaires qui sont plus réceptifs que d'autres à avoir des gens de culture autochtone et inuit. Qu'est-ce que vous pensez, en terminant, qu'est-ce que vous pensez d'un refuge, un wet shelter qu'on dit en anglais, mais d'un refuge où l'alcool est admis pour que les gens puissent dégriser? Oui, c'est quand même... Je veux dire que ça fait des années dans la communauté, on me demande d'avoir ce genre de service pour les gens qui ont besoin. Parce qu'on sait qu'il y a une portion de la population qui sont pas amis à des hébergements et ils ne peuvent pas utiliser plusieurs services. Alors, ça va répondre à leurs besoins. Ah, tant mieux. Tina Pisuti, c'est tout le temps qu'on avait. Ça a passé très vite, mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, puis on se tient au courant des développements. Merci. Narcomic. Ceci conclut votre bulletin de nouvelles nationales pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe et en mon nom, je suis Sophie-Claude Miller, Jinaj Kumitin, Miigwech, Narcomic. À la prochaine.